Donc on va reparler encore un peu des particules. Je vais vous montrer 2-3 autres petits trucs, puis après on commencera à s'intéresser au smoke, au rigid body, ou ce genre de choses. We're gonna talk about particle a little more, and after that we're gonna talk about rigid bodies and smoke, and also dynamic paint, because I really love that. Et on va aussi parler du dynamic paint. Qui connaît ici le dynamic paint et qui l'utilise? Ok. Donc c'est vraiment un outil super puissant. Donc on va jeter un œil. Je voudrais juste vous montrer un autre truc avant, enfin deux trucs tout particulièrement. Les particules, on pourrait en parler pendant très longtemps parce qu'il y a plein de domaines d'application. Hein. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de vous montrer certains petits trucs particuliers et puis qu'ensuite vous puissiez faire vos combinaisons. Je vais juste vous demander de recharger la scène avec la statue, donc celle où il y avait juste la statue, s'il vous plaît. We're gonna reload the initial scene. Et en plaçant votre statue sur la droite de votre scène, on va juste rajouter, s'il vous plaît, un autre objet à la scène, qui sera ici une Suzanne. Voilà, we're gonna just add a Suzanne in the scene on the left. Quelle que soit l'orientation, hein, là je l'oriente un petit peu face à la statue, mais ça n'a que peu d'importance. The orientation of the Suzanne doesn't matter at all. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre mode de particules que j'utilise beaucoup quand j'ai besoin de faire des génériques, tout un tas d'animations avec des logos et des choses comme ça, qui est un système de particules qui s'appelle le CADE. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Qui a déjà entendu parler du CADE ici? Ok. Donc vous allez voir, ça paraît pas, mais on peut faire énormément de choses avec. Ok. So we're gonna talk about the CADE mode of the particle system. Pour ça, je vais vous demander de sélectionner la statue. Ok. Just select the first object. Ajouter un nouveau système de particules. Add a new particle system. In no physics mode. Donc je vais vous demander s'il vous plaît d'appuyer sur le bouton physique no. Voilà. Et on va régler le start et le end à 1. Voilà. Set the start et end parameters to 1. And reduce the number of particles to 250. Voilà, repasser le nombre de particules à 250. On pourrait en mettre un peu plus là, parce que vous allez voir que ce qu'on va faire va demander moins de calculs à votre ordinateur. C'est un petit peu plus léger et on peut en mettre vraiment plein la tête de la machine. Sauver souvent, hein, parce que ça va être important. We have to think about saving the scene all the time. If Blender crash, we don't know. Et de l'autre côté, sur la Suzanne, je vais vous demander là aussi de rajouter un autre système de particules. Alors, on peut le voir hein, ici, on a le système de particules qui est entre 1 et 1. Alors, le excusez-moi, je vais vous juste demander de changer quelque chose. Je vais vous demander de mettre le lifetime à 250 sur la statue. Voilà, set the lifetime to 250 on this object. On va ensuite sélectionner le singe de l'autre côté, select the monkey, and add a new particle system. Donc cette fois-ci, on va générer un autre particle system. Donc on en a deux cette fois-ci, qui vivent chacun de leur côté. Et we're going to switch to the CADE mode. Donc on va passer en mode CADE. Okay. Donc CADE où il y a la notion de keyframe un peu dedans, c'est-à-dire, alors en fait, il ne faut pas le comprendre en tant que keyframe, il faut le comprendre en tant que CADE object. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement passer par plusieurs objets, le flux peut passer par plusieurs objets. Okay. CADE stands for CADE object, from one object to another, and to another, and to another, because we have a list here, parce qu'on a une liste ici dans le bas, hein, qui va nous permettre de définir par où ça doit passer. Donc si je lance l'animation maintenant, on se rend compte que j'ai ici quelque chose qui ressemble au mode statique. Ok. It seems to be a no physics mode, a static mode here, but it's not, it's a CADE. Pourtant, c'est pas vrai, c'est un CADE. Hein, okay. De l'autre côté, par contre, on the other side, we have a static mode, a no physics mode. Là, on a véritablement un mode non physique, donc ça ne tombe pas. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir sur le singe. I'm going to click the monkey and just press the plus button. Donc, appuyer cette fois-ci sur le bouton plus. Et on a une première entrée ici, the first entry into the list,
who stand for particle system, it's grayed out. Vous pouvez voir que ici, le système de particules est grisé pour l'instant. Vous ne pouvez pas y toucher. Pourquoi? Parce que le premier qui est dans la liste, c'est celui d'où part le flux de particules. Okay? The first into the list is the object who is holding the particle system itself. Et maintenant, vous allez recliquer une deuxième fois sur plus. We click on the plus button a second time. Et on commence à voir des espèces de mouvements à gauche. Okay? You can see the particles moving on the left. We're going to see that. We're going to see why in a few moments. On va voir pourquoi dans quelques instants. En fait, vous demandez au système de particules d'essayer de s'atteindre lui-même. Le but d'un système de particules en mode CADE, c'est de dire une particule va essayer de rejoindre une autre particule de l'autre côté. Okay? The goal of the CADE mode is to drive one particle to one another particle on the other side, on the other system, particle system. Et là, pour la deuxième ligne, s'il vous plaît, celle qui est là, je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Vous allez cliquer cette fois-ci sur le sélecteur d'objets et sélectionner statut. Voilà. You're gonna click on the drop-down list and click on statue to select the over particle system. En faisant ça, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant n'est plus dynamique. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de la manière dont on allait gérer les caches, qu'il fallait lancer la simulation. Là, non. Tout ce que vous faites, c'est pas dynamique. Okay? We talked earlier about the cache system and when you have to play the animation to compute the animation system, the particle system. But in this case, the particle system is not dynamic. Et là, vous pouvez aller, vous le voyez, en arrière, en avant. You can play the animation forward, backward. You can do what you want. It doesn't matter. Là, vous pouvez y aller. Ok, aucun problème. Tout simplement parce que son boulot, c'est juste d'essayer d'atteindre en fait une consoeur de l'autre côté. D'accord? The goal of the CADE system is to go from one particle to the twin of this particle on the other side, on the other particle system. Donc pour l'instant, vous voyez, vous êtes en ligne droite. Et la question, c'est de savoir à quelle vitesse vont se déplacer ces particules. Là, vous voyez, je suis en train de générer 1000 particules du côté du singe. Et je suis en train de générer de l'autre côté 250 particules. On one side, you have 1000 particles, and on the other side, you have 250 particles. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir les particules de 1 à 250 qui vont essayer d'atteindre les particules 1 à 250 de l'autre côté. Et à partir de la 251e, il va recommencer le cycle. C'est-à-dire que le 251 va essayer d'atteindre la 1, la 252, la 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. When you have more particles on one side, and for instance here, 1000 on one side and 250 on the other side, the 251 will try to rise the particle number 1 on the other side. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer au moins d'avoir le même nombre de particules de chaque côté. Donc, on va mettre 250 de ce côté-là. We're going to set to 250 on both sides. On va essayer de le faire des deux côtés en même temps. Et donc, la vitesse à laquelle va se déplacer les particules va dépendre en fait de la durée de vie des particules. Là, on sélectionne le singe. On est du côté du singe. Et donc, on va lui dire que cette fois-ci, sa durée de vie, ça n'est plus 50 images, mais c'est 10 images. So, in this case, we change the lifetime parameters to 10, and now it takes 10 frames to go from one side to another. C'est-à-dire que maintenant, il prend 10 images pour aller d'un côté à l'autre. Donc la vitesse, vous allez la définir en fonction de la durée de vie. Okay? The speed of the particle is defined by the lifetime. Si maintenant vous augmentez la durée de vie, vous mettez 150 par exemple, vous allez vous rendre compte que les particules maintenant se déplacent beaucoup moins vite. Okay? So particles slowing down because you increase the lifetime value. Vous remarquez aussi, c'est le fait de l'avantage de l'avoir ralenti aussi, si vous le regardez de côté, vous vous rendez compte que les particules avant de partir s'écartent légèrement de la surface, un peu comme si elles étaient lancées vers l'extérieur et qu'elles gagnaient ensuite leur destination. If you take a look at the orientation and the direction of the particle at birth, you can see that they are flow away and finally change their direction to the target particle system. Et ça, c'est dû au fait que ici, vous pouvez vous rendre compte que vous avez le paramètre normal qui est à 1. Et si maintenant, donc toujours en sélectionnant le singe, when you select the particle system on the monkey, si vous augmentez la valeur de normal, en fait, vous jetez les particules encore plus loin. If you raise the normal value, you throw the particle far, far away.
and finally, they get back to the target particle system. Finalement, elles reviennent vers le système de particules. Donc, en fait, il va y avoir une espèce de fondu, de transition entre le système de particules de départ et le système de particules d'arrivée. Okay? The particle acts like a blending mode between the starting particle system and the target particle system. Pour bien les identifier, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que tout à l'heure. On va rajouter un cube. On va le mettre à droite. Et on va sélectionner le système de particules du singe. Okay? We're going to add a cube to the scene and select the particle system of the monkey. Et on va descendre jusqu'à le mode objet qu'on a utilisé ce matin. Hein, et on va régler finalement le type d'objet qui va être dupliqué par les particules en cube. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu la taille de la particule. Okay, we're going to switch to the object mode, select the cube, and set the particle size, grow the particle size to see the cube. Voilà. Là, je vous le disais, hein, aucun calcul dynamique n'est fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller en avant, en arrière, faire n'importe quel changement. D'ailleurs, regardez, pour s'en rendre compte, il suffit tout simplement de sélectionner l'objet de destination. To see that the simulation is not dynamic, you can select the target object and move the object during the simulation. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez animer bien sûr cet objet, et donc vous voyez, bah, au fur et à mesure où les particules avancent, elles vont avancer, mais la trajectoire change. Ok? Donc, vous avez aussi la possibilité, bah, encore une fois, vous voyez par exemple de tourner le système de particules de destination. Ok. Et là, bah, les particules vont tourner. Vous voyez, vous avez une espèce de point de rencontre en plein centre, comme ça. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc, on peut aussi faire la même chose de l'autre côté. Si par exemple, on resélectionne le singe et qu'on repasse le normal à 0, on peut voir que les particules, cette fois-ci, partent en ligne droite. If we set back the normal value to 0, particles move in straight line. Mais si maintenant on sélectionne le système de particules de l'autre côté, qui est en mode no physics, et qu'on augmente sa valeur de normal, donc on fait la même chose de l'autre côté, cette fois-ci les particules font le tour et attaquent en piqué. D'accord? Vous voyez l'idée, hein? Donc, if you change the normal value on the other side, on the other particle system, you can see that the normal influence the direction of the particles. Donc on peut faire les deux, bien sûr. On peut mettre ici, vous voyez, quelque chose qui va... Alors, plus les particules vont être éloignées, bien sûr, et plus on va le voir. Hein. Youp. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on peut le voir comme ça. OK. Maintenant, on n'a peut-être pas envie de larguer des particules tout le long de l'animation. Dans ces cas-là, on va utiliser en fait les paramètres start et end pour lui dire, j'aimerais qu'on envoie toutes les particules dans un laps de temps plus court. Et pour ça, par exemple, on va régler le end, vous voyez, à 50. Et là, maintenant, on va larguer toutes les particules en 50 images, donc 250 particules, qui vont atteindre leur cible en 150 images. Si je mets le lifetime à 50, regardez bien ce qui va se passer. En 50 images, on balance 50 particules. Elles atteignent leur but en 50 images. Donc ça veut dire que si la dernière est larguée à l'image 50 et qu'elle met 50 images pour arriver, normalement, à l'image 100, il n'y a plus personne. D'accord? So by setting the start and the end with this value, you can see that all particles are thrown away in only 50 frames, and it took 50 frames to rise the other particle system on the other side. Oups. Voilà. Donc, ça, c'est un bon moyen, notamment, de reconstruire des objets à partir d'instances, tout simplement parce qu'on va utiliser les mêmes options qu'on a vues tout à l'heure, à savoir le unborn et le cade. Imaginons par exemple qu'on ait ici un premier logo. Hein. Alors, si on veut faire venir les particules de n'importe où, finalement, la forme importe peu. C'est pour ça que je prends un singe. D'accord ? Mais si on a envie, par exemple, de reconstituer cet élément à partir de cubes, d'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher cet élément-là. Okay ? Si on cache l'élément émetteur, donc ici, hein, ou avec la touche H, on voit que les particules disparaissent. Okay? If we are the emitter of the particle system itself is hidden. Et maintenant, par contre, si on cache l'objet de destination, celui-là, étant donné qu'il
il était juste là pour avoir un système de particules de cible, hein, entre guillemets, lui, on n'en a pas besoin. Si on ne le voit pas, c'est pas très très grave. D'accord? Et donc, il va aller, vous voyez, se placer exactement à l'endroit où se trouvent les autres particules de l'autre côté. Et on voit que les particules disparaissent lorsqu'elles atteignent leur destination. Et pour ça, on va utiliser deux options qu'on a utilisées tout à l'heure qui se trouvent ici dans la section render, à savoir le unborn et le died. OK? Et donc, si vous faites ça, regardez bien, vous avez les particules en fait qui sont déjà là dès le départ. OK? Et si vous allez jusqu'à la fin de l'animation, elles s'accumulent pour refaire la géométrie. Alors là, ils sont un peu gros, hein? OK? Donc, je vais la réduire un petit peu. Comme ça. Je vais même aller plus petit, tiens, voilà. Zoup. Et je vais augmenter le nombre de particules des deux côtés. C'est-à-dire qu'ici, je vais le mettre par exemple à 5000. Et de l'autre côté, je vais aussi mettre 5000. Voilà. Et là, si on regarde maintenant le résultat, voilà, hors champ, on peut se rendre compte en fait que les particules viennent recréer la surface. OK. By reducing the size of particles and rising the number of particles and check the unborn and the dyed checkbox here, we can recreate the object by using 1000 on particles. And if you want to create a simulation using sand, for instance, si vous avez par exemple envie de recréer une simulation de sable où tous les grains de sable viennent s'agglutiner pour refaire la forme, vous pouvez le faire avec ça. D'accord? Donc là, vous voyez, j'en ai 5000 et ça marche relativement. Enfin voilà, Blender a pas trop mal. Bon, je suis sur un portable en plus, hein, donc c'est vraiment le genre de truc qui lui fait pas trop mal, quoi. Voilà. Pardon? Malgré le fait d'avoir coché Died? Alors, j'ai eu ça tout à l'heure, il fallait que... Non, pardon, d'accord, ok. Voilà, je voudrais juste vous montrer quelque chose, voilà. Donc, là aussi, regardez bien, si vous passez cette fois-ci en Only Render, ok, on peut voir qu'on va avoir uniquement le singe à gauche et la statue à droite. Mais si on sélectionne le singe et qu'on décoche Emitter, cette fois-ci, il va complètement disparaître. Et on voit que les particules qui sont ici, je vais juste les grossir un peu pour qu'on les voit un peu. Voilà. 25. Voilà. Vous voyez, là, on reconnaît bien le singe à la base, hein. Et ensuite, ça part de l'autre côté, ça recrée autre chose. So if we uncheck the emitter checkbox and switch to only render, the monkey is hidden and particle recreate a shape of hidden to a shape of a statue. Rappelez-vous, c'est pas dynamique. Oui. Il n'y a pas moyen comme la tantôt de dire parce qu'il commence par le bas par exemple, par le haut, il y a l'autre substitution. Si tu pourrais, alors, je vais y venir. Je vais y venir. Donc, sauvez votre scène, s'il vous plaît, justement. On a combien de particules de chaque côté 5000, je crois. Hein. C'est un peu beaucoup. Il y a peut-être certaines machines qui ont mal, peut-être, non? Ça va? Étant donné que c'est pas dynamique et que c'est juste de l'interpolation, il arrive quand même à se débrouiller assez bien. Donc, effectivement, on peut définir, donc je vais faire réapparaître la statue ici. Voilà. On va redescendre le nombre de particules à 250. We're gonna reduce the number of particles to 250. Et on va grossir un petit peu la taille des instances. We're gonna raise the size of each particle, each instance, drive by particles. Dans mon cas, je vais la descendre à, je sais pas combien on est à la fin. À 0,05. Alors justement, il y a deux solutions pour faire ça par rapport à ta question. If we want to drive the particles, the target of the particles from the bottom of the statue to the top of the statue, si vous avez envie justement de générer les particules du bas de la statue vers le haut de la statue, la première solution c'est de faire comme on a fait tout à l'heure. Okay, the first solution is to do exactly the same as before, c'est-à-dire que vous allez vous placer en fait en dessous, d'accord, par exemple de la statue, ou au-dessus,
parce que rappelez-vous que c'est toujours de l'arrière vers l'avant, donc du coup, il vaut mieux commencer en fait en se plaçant au-dessus. OK. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire un sort mesh element. On va se placer en view z-axis, z-axis. Et maintenant, on va demander à ce que les particules de ce système-là soient faites selon les vertex. Ah, alors il a fait l'inverse. Pourquoi il a fait l'inverse? Non, mais ça... J'ai l'impression que ça marche, mais j'en suis pas sûr en fait. Ah oui, je sais pourquoi. Je crois savoir pourquoi en tout cas. Je vais répondre à ta question. Hein. Ah si, bah si, fais ça. Non, non, mais j'aime bien répondre aux questions en fait. Oui, non, non, mais j'allais vous montrer une autre méthode de le faire, mais normalement, ce qu'on a vu ce matin, ça devrait marcher si tu veux. Étant donné qu'il est censé chercher le système d'en face. Je regarde tout à l'heure et puis j'essaie de trouver quelque chose. Ok. Donc, maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment on peut localiser certains éléments ou changer la taille de certains éléments avec ce qu'on appelle des weight maps. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des weight maps? Qui n'a jamais entendu parler de ça, s'il vous plaît? Ouais. Ok. Alors, je vais vous faire un petit topo là-dessus. So, we're going to talk about the weight map and how to use weight map to control particle placement, particle size. Je vais vous demander de repartir d'une scène complètement vierge, s'il vous plaît. We're going to start from a blank file. Scene. Rajouter un plan dessus, ou une grid plutôt, excusez-moi. Voilà, parce que c'était un plan que je voulais subdiviser, mais on va directement rajouter une grid. We're going to add a grid. On va passer en mode edit. Alors oui, excusez-moi, la grid, quand vous la créez, sur le côté gauche ici, vous avez des subdivisions en X et des subdivisions en Z, en Y, pardon. Excusez-moi. When you create a grid, you have X subdivision and Y subdivision. Et on va les pousser à 100. OK. Ça va donner une grille super dense, quand même. OK. A really dense grid with a lot of vertices. OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va rajouter un système de particules là-dessus. Alors, juste avant, excusez-moi, on va créer encore un autre cube à côté. Voilà, qui va être là. Et ce qu'on va faire, c'est que juste à côté, on va créer d'autres objets, c'est-à-dire un cône, ici, et puis un torus. Voilà. On va se faire une collection de 3 objets, on pourra en avoir plus, mais we're going to create a collection of objects with a cube, a cone and torus. Et là, très important, on en a parlé tout à l'heure, un moment, si vous avez utilisé le scale, l'option scale, comme ça, avec la touche S, hein, pour redimensionner votre plan, je vais vous demander de faire un CTRL A et Apply Scale, juste pour réinitialiser en fait les valeurs de scale qui sont là. Ça peut être important pour ce qu'on va utiliser après, d'avoir des scales qui sont normalisés. So remember, it's really important to normalize scale value to 1 before creating something dynamic on it. Je vais vous demander, ça va, je vais pas trop vite, c'est bon? Donc je vais vous demander de sélectionner en fait ces 3 éléments qui sont là-bas, le cube, le cône et le torus. Et vous allez presser maintenant les touches CTRL G, donc pour créer un groupe. We're going to create a group with these 3 objects using CTRL G key.
Et vous voyez qu'automatiquement, maintenant, ils passent en couleur verte, qui veut dire qu'ils sont dans un groupe. Et ici, dans l'outliner à droite, so we can see with the green color that object are in group. Si maintenant je passe ici en mode groupe, ok, pour l'afficher dans l'outliner plutôt que all scene, il va switch to group, je peux double-cliquer là-dessus et je vais l'appeler instance. Voilà, c'est le nom qu'on donne à ces objets qui vont être dupliqués. I rename the group to instance. Je repasse en all scene. Je vais resélectionner la grid. Vous allez comprendre pourquoi après elle est énormément subdivisée. Hein. Je vais sauver la scène. Oui. OK. So I select the grid. I add a new particle system. Donc vous ajoutez un nouveau particle system sur la grille, s'il vous plaît. Hop. Et vous allez passer en mode physique no. Parce que là, je vais utiliser justement l'élément comme surface de placement. Enfin, le système de particules comme surface de placement. We're going to switch to physics now because you use only particle system to place object on the ground. On déformera justement après cet élément hein, pour voir que ça suit véritablement les mouvements du terrain. Donc, vous allez placer en mode no, vous allez passer le start et le end à 0, et vous pouvez voir que cette fois, à 1, excusez-moi. Et vous pouvez voir que cette fois-ci, vous avez les particules qui sont dispersées sur la surface. We set the start as 1 to 1. We increase the lifetime to 250. Vous augmentez la durée de vie, s'il vous plaît, à 250 parce que j'ai 250 images, donc ça m'évitera de voir mes particules disparaître au bout d'un moment. Hein. Ce serait dommage que sur une frame, j'ai plus de rochers dans la vallée ou ce genre de choses. Et on va aussi cliquer sur Random. I'm going to switch to Random just to change the distribution and the orientation of the element on the grid. On va juste cliquer sur Random pour rajouter un petit peu plus d'aléatoire dans les éléments de la grille. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que de la même manière que tout à l'heure, en fait, on a choisi le mode Object pour remplacer les particules par un objet en particulier. Je vais vous demander d'appuyer sur Groupe, ici. Et dans le dupli group, on va avoir justement le groupe qu'on a créé avec les instances. We're going to switch to the group instance mode and select the instance of the group containing the free object. OK. Donc là, on se rend compte qu'on va avoir tout un tas d'éléments qui sont ici, là, d'accord, qui sont dispersés sur la grille, on va dire. Element are scattered on the grid. Et il y a une petite checkbox ici qui est vachement rigolote qui s'appelle Pick Random. Okay. If you check the pick random, the particle system will choose in a random way one of the three elements into the group. Si vous cliquez sur pick random, en fait, le système de particules va choisir un élément au pif dans le groupe. Voilà. C'est un coup ça va être lui, un coup ça va être lui, un coup ça va être lui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu la taille. Enfin, si vous ne cochez pas pick random, vous allez en avoir autant, mais il va les sélectionner de manière séquentielle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? If you uncheck the pick random checkbox, the object will be selected in a sequential way, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, according the number of the particles, en fonction du numéro des particules, the index of the particles, not the number. C'est OK? Sauver de temps en temps, hein, on ne sait jamais. Donc, on peut voir déjà qu'il y a beaucoup de particules. OK, we see there a bunch of particles, so we're going to reduce it. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le nombre de particules, par exemple, à, allez, on va dire 500. Voilà. Et on va augmenter un petit peu la taille. Alors, tout va dépendre de la taille de votre grille à la base et de vos objets à la base aussi. Hein. Donc, moi, je le règle aux alentours de voilà, 0,3. You're going to raise the size of each particle, so of each instance. Rappelez-vous que la taille des particules définit la taille des instances qui seront copiées à la place des particules. Et un petit random size pour changer un petit peu la taille des particules de manière aléatoire. Là, elles seront au maximum 2 fois plus petites. D'accord? I'm going to change the random size just to have random variation on the size of each instance.
Donc, jusque-là, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais en choisissant des objets différents. Donc, imaginons par exemple que vous avez un lot de rochers, que vous avez, ou des voitures hein, d'ailleurs. Hein, ça peut être des voitures dans une rue, ça peut être un truc comme ça. Après, tout dépend de la distribution que vous faites du système de particules. Et ce qu'on va utiliser maintenant, c'est un système de peinture qui va nous permettre de définir où on va placer les particules. Parce que disperser des particules sur une plaque comme ça, c'est très bien. Mais généralement, on a toujours quelqu'un qui nous dit d'une manière purement artistique, j'en veux plus ici, j'en veux moins ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans la section Data. So, we're going to switch to the Data tab, celui qui ressemble à un petit triangle là. OK. Et ici, on a un élément qui s'appelle le Vertex Group. Le Vertex Group, en fait, ce sont des lots de sélection de, groupe, de points, c'est-à-dire qu'on va dire tel point de telle surface est dans tel groupe, et donc ça nous permet déjà de les resélectionner après, mais ça va surtout nous permettre d'assigner ce qu'on appelle des poids. On va voir à quoi ça va servir. D'accord? So we're going to create a new vertex group. Vertex group contains several vertices into group, and we can also assign a weight to each of these vertices. Donc, le groupe qui va être ici, on va l'appeler distribution, donc il suffit de double-cliquer dessus pour le renommer. We're going to rename this group to distribution. Just double-click it to rename it. On reste en mode edit. Et maintenant, on voit que le poids qui est ici, donc le weight qui est là, hein, the weight is, the initial value is 1. Donc sa valeur initiale, c'est 1. Et on va cliquer sur assign. Juste pour dire, j'assigne à tous ces points un poids de 1. Ça évolue entre 0 et 1. Hein, d'accord? On peut parfois avoir des poids qui sont supérieurs à 1, mais pas dans ce cas-là. So we click the assign button to assign a weight of 1 to each of the vertices. Maintenant, on ressort de cette edit mode. We switch back to the object mode. On revient dans le système de particules. Switch back to the particle system. Et là, on va déplier tout en bas. Alors, moi, je vais le monter pour que vous puissiez le voir, mais vous n'êtes pas obligé, hein, parce que sinon, après, ce ne sera pas dans le même ordre. Voilà, je vais juste le monter pour qu'on le voit un petit peu plus. Voilà. Move it to see it more clearly. Et là, vous pouvez voir que vous avez différents champs. Density, length, clump, kink, roughness. Nous, il y en a surtout un qui va nous intéresser, c'est le density. Les autres, length, alors length, ça peut encore servir pour des systèmes de particules classiques, mais length, clump, kink et ainsi de suite, ça sert surtout pour les cheveux, en fait. Okay? These vertex groups are most of the time dedicated to air system, but in this case, we're going to use only the density field. Et là, quand vous cliquez dessus, vous avez accès à tous vos vertex groups qui ont été créés. Vous choisissez distribution. Et pour l'instant, ça ne va pas changer votre vie. Ils vont rester exactement à la même place. Okay? Switch to distribution vertex group doesn't change anything because all weight of all vertices is set to 1. Parce que tous les poids en fait, des vertex sont réglés sur 1. Donc ça veut dire vous avez autant de chances d'y aller, quoi. Vous avez autant de chances d'avoir une forte densité que pas de densité. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de Object Mode à Weight Paint, qui va être ici. Okay? So we switch to the Weight Paint mode. En appuyant sur la touche Tab ici, on va avoir la possibilité d'afficher toutes les options du système de peinture de poids. So by pressing the T key, we show the options for the weighting system, for the painting system. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici, non pas... on va rester comme ça, excusez-moi. On va régler le weight, ici, qui est à 1. On va le régler à 0, complètement à 0. OK, so we set the weight to 0. On va placer notre souris au-dessus de la surface. On va appuyer sur la touche F pour faire grandir la brush. So we press the F key to raise the size of the brush. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir peindre, en fait, vous le voyez, ici, des zones froides. Okay? We paint cold area, because when it's red, it's hot. Parce que quand c'est rouge, c'est chaud. Et dès qu'on va relâcher, en fait, le bouton de la souris, on se rend compte que cette fois-ci, dans ces zones froides, on a réduit la densité. Donc, en fait, on a réduit le nombre de particules. Voilà. Donc là, ça va me permettre de définir où vont être les particules. Faites attention, on en a parlé ce matin, la manière dont fonctionne Blender, il a un nombre de particules défini, il va les placer. OK? So we saw that Blender has a fixed number of particles to scatter over the surface. So the lower the area is,
the most of the particules you will have in this little area. Plus vous avez de particules dans une petite zone, et plus elles seront concentrées, quoi. Gardez ça à l'esprit. Hein. Vous en avez demandé 250, 500 même, vous en aurez 500. Okay? You ask for 500 particles, you will have 500 particles in this little area. Okay? Donc si à un moment vous voulez repeindre, vous avez bien sûr la possibilité d'avoir des espèces de valeurs intermédiaires. Hein. C'est pas ou chaud ou froid, ça peut être tiède. Okay? So you can add some particles just by painting this element. Okay? Et donc là, vous avez véritablement une vision artistique, on va dire, du placement de vos particules. Voilà, vous dites, j'en veux là, j'en veux pas là. Alors bien sûr, là actuellement, vous avez des cubes, d'accord? Mais je pourrais très bien avoir des arbres, par exemple. Hein. Il vous suffirait simplement de remplacer vos cubes par des arbres. Donc là, j'ai pas voulu trop charger vos machines, hein, mais le système est exactement le même. Vous avez 3 éléments, vous en faites un groupe, vous distribuez le groupe. Voilà. Donc si vous avez 5 ou 6 arbres différents, vous vous faites une forêt comme ça assez rapidement, quoi. Voilà. Ça roule? Donc, si par exemple vous prenez un point central ici, so you switch back to edit mode and you select vertices, vous passez en mode proportional editing, you press O to switch to proportional editing, et vous allez faire une espèce de joli boss comme ça. Alors vous voyez que ça ne se remet pas à jour tout de suite. Hein. The system is not updating during the editing of the surface. Mais là, vous pouvez déjà voir que du coup, étant donné que vous aviez une valeur de normale qui était à 1, hein, si vous la mettez à 0, vous voyez que tous les éléments sont bien droits. Donc ça aussi, c'est un truc à se souvenir. Hein. Si vous le laissez à 1 de base, vos arbres, ils vont être penchés comme ça. D'accord? Alors que si vous voulez plutôt faire une montagne, faudrait plutôt le mettre à 0 pour avoir des arbres à peu près droits. Okay? If you want to scatter trees over the surface, if you keep the one value in normal, trees will be rotate according the slope of the landscape, and if you set them to 0, there will be scattering in more normal way, more usual way. Ok. Si tu le mets à 1, tes arbres ils vont être comme ça, exactement. Ouais. Tu vois, si vraiment j'insiste. Donc, tu vois, je prends ce truc-là et puis, voilà. Là, tu vois que le cube qui est là, par exemple, dans cette zone-là, il a vraiment pris la forme. Voilà. Alors que si tu mets 0, donc c'est pour ça que je vous disais, quand vous êtes en mode statique, vous pourriez vous dire que la vélocité, vous en avez rien à faire, parce que vous êtes en mode statique. Mais en fait, elle va quand même définir, si tu veux, l'orientation de tes faces à la base, quoi. Voilà. Si tu veux, après, changer des choses, donc, if you want to change the rotation of each instance on the landscape, vous pressez Rotation. D'accord? Et là, vous avez la possibilité, vous voyez, de rajouter un tout petit peu de random dedans. Parce que vos arbres, ils ne sont pas plantés à l'équerre, quoi. D'accord? If you want to add some variation to the orientation of each element, you can just choose a random value. Voilà. Donc là, il suffit de choper des modèles d'arbres sur BlendSwap où vous voulez. Et puis, voilà. Alors, gardez à l'esprit que si vous avez 5 ou 6 modèles d'arbres, votre mémoire ne sera remplie qu'avec ces 5 ou 6 modèles. D'accord? Vous pouvez faire une animation avec une forêt entière. Vous savez, quand vous lancez un moteur de rendu comme Cycles, vous avez un truc qui s'appelle le BVH. C'est une certaine manière de classifier les polygones, en fait. Et quand vous allez lancer le calcul, malgré le fait que vous ayez 500 000 arbres, vous allez vous rendre compte que le BVH se calcule super rapidement, en fait. La plupart du temps, vous lancez un rendu Cycles, il est plus rapide que la vue OpenGL, en fait. C'est-à-dire que Cycles, vous allez pouvoir vous balader autour et tout, alors que dans la vue OpenGL, vous allez vraiment ramer, quoi. Voilà. Ok? Alors, une autre chose, si à un moment, alors dans le cas des arbres, c'est pas le truc le plus funky du monde, mais vous avez, quand vous voulez ajouter vraiment de la complexité à votre élément, comme par exemple la notion de, tel que je l'avais tout à l'heure, regardez bien, je vais vous le refaire très rapidement, parce que je n'ai pas... Si, j'ai sauvé la scène, quelle bonne idée. Voilà. Si je reviens à ma scène de tout à l'heure, où je vais réduire le nombre de particules. If I switch back to my previous scene, and reduce the number of particles, and raise the size of the particles, voilà, comme ça. Vous avez 2 types de particules. Vous avez les particules maîtresses, ok,
Et ici, dans Children, vous pouvez avoir des particules enfants. D'accord. Et quand vous sélectionnez ici Simple, le Interpolated ne va véritablement... Alors, dans le cas du CADE, il peut fonctionner. Vous voyez, vous avez l'impression d'en avoir plus. Vous ne simulez que certaines particules et vous interpolez les autres. Mais finalement, si vous les génériez véritablement de manière réelle, vous auriez à peu près les mêmes temps de calcul. Donc, dans le CADE, ça n'a pas véritablement intérêt. Par contre, si vous faites du Simple ici, so you have some children particles in a simple way, et vous pouvez ajouter, alors faites très attention, en display, vous avez 10, mais en render, vous avez 100. Chaque particule va générer 10 nouvelles particules, okay, mais au moment où vous allez lancer le rendu, en fait, vous allez en générer 100. Donc vous pourriez vous dire, ouais, ça va, ça marche pas trop mal, ma machine, elle a pas trop mal, puis vous lancez le rendu, et là, là, elle a mal, quoi. Okay. So BOY, you generate 10 particles only for the 3D OpenGL viewport, but you generate 100 new instance at the render time. And your computer gonna die. So you have to reduce it to 10. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a ici un paramètre qui s'appelle le roundness, qui va permettre, en fait, de disperser ces particules autour de votre particule maîtresse. Ici, vous allez avoir le radius. Alors, vous voyez, ce qu'il fait, en fait, c'est que pour chaque particule, il va générer une espèce de nuage de particules autour. Elles ne sont pas simulées, elles sont juste recréées autour. D'accord? Et avec des paramètres comme, justement, le uniforme. Voilà. Alors, vous voyez, ça va vous permettre d'avoir des particules plus petites aussi. Voilà, comme ça. Et donc, d'avoir un nuage de particules beaucoup plus dense. By using the children, you can densify your particle clouds without compute any over extra information into the particle simulation. Voilà. Là, si à un moment vous utilisez ça sur vos particules qu'on a calculées ce matin, ça ne vous coûtera pas plus cher d'en avoir 5000 que d'en avoir 50, quoi. Voilà. C'est juste que une va en générer 100 autour, et donc vous en avez visuellement beaucoup plus. Mais alors, si à un moment vous devez calculer des rebonds de particules, non, là, ça ne va pas être très joli, parce que vous allez avoir un nuage de particules qui va... La moitié va passer à travers, puis la moitié va rebondir à 5 mètres au-dessus, quoi. Voilà. Mais quand vous voulez vraiment faire des simulations avec des débris qui partent dans tous les sens, où il y en a tellement qu'on ne se rend plus véritablement compte de ce qui se passe, ça peut marcher très bien, quoi. Voilà. Vous allez très rapidement densifier ce genre de choses. Vous voyez là, par exemple, avec un truc comme Cycles ici, très rapidement, ça va vous donner... Est-ce que je suis en GPU? Non, je suis en CPU. Voilà. Très rapidement, vous voyez, ça va vous donner des espèces de pénombres, en fait, là-dedans. Si je rajoute une lumière de type Sun. Ah oui, je suis en Only Render, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, tout de suite, on va voir les espèces de pénombres qui se trouvent à l'intérieur, comme ça, qui va densifier très rapidement l'élément. Et là, vous voyez, quand je lance le calcul, je demande à passer en mode Cycle, c'est instantané, en fait. Il réfléchit même pas. Malgré le fait qu'en apparence, j'ai des millions et des millions de polygones. Tu vois. When I start cycle, we saw that it immediately starts the rendering. You don't have to construct a BVH tree because we use instances. Okay, donc, tant que vous avez peu d'instances à la base, quand je dis peu, 500 pour moi, c'est encore peu. Hein. Voilà. Du coup, vous pouvez après faire des villes entières remplies de voitures, vous pouvez faire des canyons entiers remplis de cailloux, des forêts entières remplies d'arbres. En temps de calcul, ce ne sera pas grand-chose. Voilà. Vous pouvez faire vraiment des trucs super denses, ça pose pas de problème. OK? Donc, je vais vous demander de revenir sur la scène qu'on avait sauvée ce matin, qui était celle-ci. Voilà. Celle avec les flèches, là, qui se plantait en bas. Vous l'avez toujours, c'est bon? OK. I'm gonna reload the scene with the dart. Et maintenant, on va s'intéresser un tout petit peu au champ de force. OK. We're gonna talk about force field. Donc, un champ de force, c'est un élément qui va dévier la trajectoire de la particule, OK, et qui va permettre de lui donner une trajectoire un peu plus réaliste, notamment parce que quand il y a des mouvements de vent, quand il y a de la neige ou ce genre de choses, ça ne tombe pas tout droit, hein, donc ça permet de rajouter des petites variations. So force field is here to add some realism to the animation, like Queen, like vortexes. Il y en a un que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je vais vous demander de reprendre cette scène, mais de repasser pour l'instant en mode point. Voilà, donc en mode halo, excusez-moi.
We're going to switch back to allow to do not kill the CPU of your computer. Voilà, et on va augmenter le nombre de particules pour bien voir ce qui se passe. We're going to raise the number of particles to 1000. Et on va augmenter le end aussi à 250. Oh bah on pourrait monter encore plus alors, allez, 5000. We're going to raise it to 5000 and the end to 250. Donc vous devriez vous retrouver avec ça. Ça va pour tout le monde? Voilà, vraiment un champ de particules qui en envoie dans tous les sens. On va sauver ça aussi. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va le laisser tourner. Hein. Il y a peut-être des moments où le cache va plus suivre. OK. So we're gonna launch the animation and add force field on the fly. On va rajouter du coup des champs de force à la volée, comme ça. On va commencer par le force field force, qui va être ici. D'accord? Donc qui est juste, qui est représenté à chaque fois par un point, par un empty, une croix, comme ça. D'accord? Force field is basically represented by an empty. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de le placer sur la droite de l'animation, enfin, des particules. I'm going to place it on the right of the particle stream. Et en allant toujours dans ce paramètre ici avec la petite balle qui rebondit, if you switch to the dynamic tab, on va pousser le strength à, alors je vais vous dire à combien, voilà, on va le pousser à 10. OK? We're going to raise up the strength parameter to 10. Et là, vous pouvez voir qu'en fonction de la position en fait de cet élément, vous pouvez le bouger d'ailleurs une fois que vous l'avez réglé, hein, vous êtes en train de rajouter des forces qui vont permettre de disperser les particules sur le sol, en plus maintenant qui se collisionnent sur le sol. By moving this force field, we can scatter some particles on the ground. Pour pas que les particules rebondissent, parce qu'on va continuer à rebondir. Alors, les particules rebondissent parce que tu n'as pas coché Kill Particles. Tu n'étais peut-être pas dans la même scène. Par contre, si tu veux que les particules restent sur le sol, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies coché Died, tu sais, dans l'option de l'autre côté. Parce que sinon, elles vont disparaître. OK? Ah oui, et en plus de... Exactement, voilà. C'est-à-dire que tu leur as dit, quand vous êtes morte, vous restez où vous êtes. Et d'un autre côté, dans la collision, tu as dit, si tu me touches, tu es mort. Voilà, OK? We say that the collision with this cube will die the particle, and when the particle is dead, the particle stay at the same place. OK? Attends, où ça? Oui. Dionite, ça fait la même chose. Ça fait la même chose, sauf que du coup, ça t'évite de le faire pour toutes les collisions, en fait. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose, ouais. Dionite do exactly the same as the kill particle on the collide side. OK. Donc d'ailleurs, moi, ça m'arrive parfois de vouloir véritablement faire des flux de particules un peu, voilà, comme ça, au pif, quoi. Okay, alors, je vais augmenter. Oups, je vais le mettre là. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez, le bouger de droite à gauche comme ça, ben, n'hésitez pas à le faire, en fait. C'est-à-dire que ceux qui étaient là, la démo de Sarah la dernière fois, ont vu qu'on pouvait utiliser, alors, je suis désolé, pour ceux qui sont dans le fond, ça va pas. Tout le monde le voit, le bouton en bas, là, le bouton auto-key, une espèce de point rouge. Attendez, bougez pas. Je vais vous le monter. Voilà, ici, là. Le point rouge qui est au bout de ma souris, qui est juste à côté de NoSync, en bas de l'interface. OK. Parfois, quand je suis pressé, j'ai besoin de faire un flux de particules vraiment aléatoire dans tous les sens. Je mets l'auto-key. OK. Et puis, ce que je fais, c'est que je fais un Alt-A pour lancer l'animation. Et puis ensuite, j'appuie sur G. Voilà. Pour bouger l'élément comme ça. Et là, vous voyez que ça rajoute des clés en dessous, en fait, à la volée. OK. Et une fois que j'ai fini, bah, je fais échappe. Et en fait, bah, les clés ont été enregistrées en fonction du mouvement de ma souris. Vous voyez, là, je lève les mains. OK. Most of the time, I create this kind of animation only by using the AutoKey feature. I move the mouse and I move the force field around the model, and the movement is recorded. Voilà, parce que parfois, il faut mettre le bordel, et puis bah, le bordel en 5 minutes, c'est mieux qu'en calant des trucs, quoi.
D'accord? Donc ça, c'est effectivement une manière de le faire. Donc je vais tuer mes clés ici. Hein. D'accord? Il y a tout un tas d'autres champs de force. Je vais vous en montrer 2-3 qui sont assez rigolos. Vous en avez un qui s'appelle le Turbulence, par exemple. Alors, le boulot du Turbulence, c'est de lui aussi mettre le bazar, mais pas à partir d'un point fixe. C'est de manière générale. Regardez bien, si vous ajoutez un Turbulence et vous augmentez son Strength. Alors, vous avez vu qu'on a la possibilité, bien sûr, d'en rajouter des nouveaux Force Fields ici. Mais on peut aussi convertir un Force Field ici, dans son menu. Si à un moment, vous vous êtes planté ou vous voulez tester autre chose, vous n'avez pas besoin d'en recréer un, supprimer l'autre. D'accord? If you want to change the type of a force field, you can do that by this drop-down list here. You don't have to recreate a new one. Donc maintenant, on augmente par exemple le strength. Donc regardez, ça met vraiment le bazar. Hein. Ça part dans tous les sens. Et vous avez un truc qui est important à savoir, c'est que la taille de votre force field va jouer justement dans la manière dont les particules sont dérivées. Okay? The scale of this force field empties is took in account in the simulation. Là, ça se voit pas bien, mais regardez, il y a un truc qui est vachement rigolo. Il y a le flow qui est là. Okay? Que fait le turbulence? Est-ce que tout le monde voit ce que c'est que des fractales? Qui ne voit pas ce que c'est, s'il vous plaît? Non, c'est bon? Ok. Quand vous générez des fractales, vous avez en fait des zones où ça va être blanc, des zones où ça va être noir. Et imaginez que ça représente une sorte d'élévation, d'accord, de montagne. Ben, dans les zones où c'est noir, vous êtes dans le fond du canyon, et donc ça va vous faire une espèce de... s'il y avait de l'eau, s'il pleuvait, ça tomberait dans le fond du canyon. Donc ça ferait des sortes de rivières dans le fond du canyon. Ça va pour tout le monde? Maintenant, le turbulence, ici, ce qu'il fait, c'est exactement ça. Il génère un fractal, en fait, dans l'espace, en 3D. Et ces zones qui sont dans le fond du canyon, vous pouvez les utiliser comme des canaux que vont suivre les particules. Et c'est ce que fait le flow, en fait. Si vous augmentez le flow, regardez, vous allez vous retrouver avec des trucs comme ça. Donc là, vous êtes dans les fonds du canyon. Et là, vous allez voir qu'effectivement, quand vous changez la taille... Alors oui, attendez. Excusez-moi, voilà, il faut se mettre en global pour changer la taille, sinon il ne va pas comprendre. Voilà. Mais surtout, vous avez un paramètre qui s'appelle le paramètre size ici. D'accord? So the turbulence field generates a kind of fractal, and the black part of the fractal is used like a river, and the particle follows a river created by this black area. Si vous augmentez la size, du coup, regardez bien. Voilà, vous allez vous retrouver avec quelque chose qu'on voit beaucoup dans les FX au Cinoche d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez des animations de particules, vous avez généralement des trucs qui suivent des chemins comme ça. Voilà. Et c'est typiquement ça que vous pouvez générer, vous voyez, en augmentant le flow, en augmentant la size. Là, vous allez avoir plusieurs canaux. Donc ça, vous pouvez l'animer dans le temps. Hein. D'accord? Vous voyez, vous allez avoir des espèces de flux. Voilà, par exemple. OK. Donc le flow qui veut dire en fait le flux, hein, le flow c'est plutôt un peu dans une rivière, c'est l'écoulement de la rivière. En fait, vous allez avoir des particules qui vont s'écouler entre ces zones justement sombres dans le fractal. Okay. The black part, the dark part of the fractal driving the particles. Ok. Donc ça aussi, je m'en sers assez souvent quand j'ai besoin de faire des trucs, quoi. Ça roule? Donc j'y reviendrai tout à l'heure, ça, parce que on va voir un petit peu de Smoke Simulator, justement, et on va voir comment on peut utiliser ce truc-là avec d'autres fields pour justement générer des particules qui suivent les flux de fumée qui sont faits à partir de ça. We're going to talk about the Smoke Simulator and how to use smoke flow as a force field for particles.